Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Blanc Santé. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Bisson. Bonjour Monsieur Bisson, Bonjour, comment bonjour à allez-vous? vous. Très bien, je vous remercie, Bah très écoutez, bien. je vais très Ravi de bien vous aussi. rencontrer. Bah merci, plaisir partagé. Merci de nous accueillir dans vos beaux locaux, c'est vraiment très joli. Merci aussi de la réponse rapide, hein. Je vous ai contacté il y a un peu plus de 2 semaines et vous avez été assez réactive. Et ça démontre bien en fait l'élu que vous êtes et puis ce que vous pouvez faire en termes de santé, non seulement sur l'agglomération de Grand Paris Sud, mais également dans la ville de Lieusaint. Monsieur Bisson, on va parler de santé aujourd'hui. Alors, on va parler de la santé à l'échelle de la ville de Lieusaint, comme je l'ai dit, et puis sur l'agglomération de Grand Paris Sud. Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu comment fonctionne la gestion d'un élu sur ces questions-là. Comme je vous disais tout à l'heure, souvent lorsqu'on parle de santé, on a souvent tendance à penser aux établissements de santé directement, à l'hôpital, aux cliniques. On ne pense pas forcément aux acteurs à côté qui ont un rôle tout aussi important à jouer. J'aimerais avoir votre avis sur la vision de la santé à l'échelle d'un territoire comme Grand Paris Sud. Euh, J'aimerais savoir, en fait, déjà dans un premier temps, est-ce que vous abordez les questions de la santé lorsque vous êtes ici dans vos locaux? Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous touche tout particulièrement? Comment fonctionne l'agglomération de Grand Paris Sud? Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, quelle commune exactement vous avez à charge. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça et terminer en abordant la question de la santé liée à l'agglomération? Ok, ça c'est pas bien de ne pas connaître Grand Paris Sud. C'est pas bon pour votre santé. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques éléments. Moi, je suis à la fois maire d'une des communes de Grand Paris Sud, donc maire de Lieusaint, et comme toutes les communes de France, nous appartenons à une agglomération. Pour ce qui nous concerne, donc l'agglomération Grand Paris Sud, que j'ai le plaisir de présider. Cette agglomération comprend 23 communes sur l'Essonne et sur la Seine-et-Marne, donc à cheval sur deux départements, deux tiers Essonne, un tiers Seine-et-Marne, et avec des villes, les villes les plus connues, Évry-Courcouronnes, Corbeil, Grigny, Savigny-le-Temple. Voilà les villes qui, en termes de poids de population en tous les cas, sont certainement celles qui sont les plus importantes. L'agglomération comprend 365 000 habitants, donc c'est une grosse agglomération, c'est même la deuxième agglomération de France si je mets de côté les métropoles. Donc c'est une agglomération forte qui est celle qui, d'une certaine manière, tire un peu le sud de l'Île-de-France quand il s'agit de la Grande Couronne. Et puis elle a 140 000 emplois, 30 000 entreprises, 25 000 étudiants, des forêts, la Seine, et en même temps de grandes fragilités puisque nous avons 9 quartiers en renouvellement urbain. Là où il y a de la fragilité, c'est là où il y a aussi les plus belles innovations, les plus belles imaginations. Voilà, donc c'est un territoire tout plein de contrastes, mais avec beaucoup de positifs. Ah, d'accord. Parce que du coup, vous avez dit que dans l'agglomération de Grand Paris Sud, il y a la ville de Évry, de Corbeil. Est-ce que vous avez Grigny également? Oui, Alors, en termes de population, ça reste quand même des jeunes oui. qui sont sur ces villes-là. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'agglomération met en place, euh, euh, enfin, est-ce qu'il y a un enjeu justement sur la santé des jeunes sur ces territoires-là? Il y a un enjeu sur la santé. Est-ce que les villes ou les agglomérations ont une compétence santé, qu'elle soit obligatoire ou facultative? La réponse est non. Est-ce que pour autant toutes les agglomérations et toutes les communes s'intéressent à la santé? La réponse est oui. Voilà. Donc on est évidemment présent sur ce sujet-là. À l'échelle communale, comme à l'échelle intercommunale, alors évidemment ça peut varier dans les approches en fonction des sociologies et des problématiques qui se posent ici ou là, mais globalement on peut dire que toutes les communes sont évidemment directement concernées.
Nous sommes, directement concernés, parce que la santé, c'est important et c'est ce qui nous remonte évidemment de la part de nos habitants et c'est même, dans cette période-là que nous vivons, qui est une période, comment dirais-je, de pré-campagne municipale, où pour beaucoup d'entre nous, nous allons, sentir les choses auprès directement de nos habitants, la santé, apparaît comme un des, 2-3 sujets, majeurs. Voilà. Donc évidemment, même si en termes de compétences, on n'y est pas directement, on ne peut évidemment pas s'en désintéresser, on doit même être acteur. Donc ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est lié, au fonctionnement de nos sociétés, qui sont aujourd'hui, de plus en plus, humano-centrées et donc avec, dans humano-centré, une importance, conséquente à la santé et à l'éducation. À la santé et à l'éducation. Voilà. Donc on se doit aussi, de répondre à cette individualisation, de nos comportements. Avec, à côté de cela, je le précise, quand même, la volonté, de ne pas seulement s'adresser à des «je», JE, mais, de faire du «nous». Voilà, donc ça, c'est aussi notre rôle, de faire du nous et de pas de rester sur des approches très personnalisées. Parce que sinon, la cohésion sociale, évidemment, dans ce pays ne tiendrait pas, dans des périodes qui sont quand même des périodes de forte mutation. Et quand il y a de la mutation, bah, il faut, s'appuyer sur ses pattes arrière et ses pattes arrière, c'est la cohésion sociale et la cohésion sociale, il faut impérativement, évidemment la porter et ça, c'est aujourd'hui, dans notre pays, essentiellement les collectivités locales qui portent cette cohésion sociale. Ça, c'est la deuxième raison et la troisième raison, c'est qu'il y a, un enjeu, enfin, il y a plusieurs enjeux, que nous devons relever à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et donc à l'échelle locale. Mais un des enjeux majeurs est quand même le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, quand on parle d'adaptation, de lutte contre, les inondations, d'îlots de chaleur, bon ça, on comprend. Quand on parle d'atténuation, d'empreinte carbone, tout le monde comprend, mais le passage à l'acte est évidemment beaucoup plus difficile, notamment pour, des familles, qui ont pas forcément des revenus qui leur permettent, d'acheter mieux ou d'acheter sa voiture, électrique. Et donc, la prise de conscience collective qui nous permettra ensemble, de changer et d'être à la hauteur des enjeux, c'est quand le réchauffement climatique nous touche, je dirais, dans nos vies, quotidiennes, voilà. Et la santé, pour le coup, est certainement, le levier sur lequel nous sommes déjà, les plus touchés. Quand on parle, et évidemment, alors je pense à la rive gauche pour ce qui concerne Grand Paris Sud, de communes plutôt populaires, qui vivent dans des appartements, et quand il y a, des fortes canicules, il est certain que, si c'est mal isolé, et ben, il y a un sujet. Il y a un sujet quand il fait froid, mais il y a un sujet aussi, quand il fait chaud. Nous avons des populations, voilà, qui font, des travaux, enfin qui travaillent, des professions de la moyenne, si j'ose dire, qui immanquablement, sont elles aussi touchées. Voilà, je prends un exemple, si je travaille, pour l'automobile, le fait qu'on passe du moteur thermique, au moteur électrique, a des conséquences importantes, pour, celui qui y travaille et qui risque de perdre son emploi ou d'être déstabilisé. Bon, et donc il faut qu'on identifie, tous ces sujets qui sont bousculés, par le réchauffement climatique, même si, on ne le voit pas forcément de manière directe et la santé évidemment, est certainement la 1re dominante sur lequel il nous faut, nous intéresser et qui permet ainsi d'éveiller les consciences, sur le fait de comment collectivement, nous, travaillons encore un peu plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Bref, c'est, créer une classe, je sais pas comment l'appeler, une classe écolo-sociale, qui permette, d'être tout simplement à la hauteur des enjeux, mais, de partir, non pas, de l'empreinte carbone dont personne ne sent vraiment ce que c'est, mais des préoccupations, Mmh. de chacun et la santé, en est une. Ce que vous dites là est très intéressant parce que c'est alors je suis moi-même soignant, Oui, je suis infirmier de profession et c'est vrai que jamais je m'étais posé ce type de questions, pour être honnête avec vous. Hem et c'est là où ça démontre en fait qu'on a besoin de d'élus comme vous pour pouvoir réfléchir à ces problématiques-là. C'est vrai que l'environnement a un impact direct sur la santé.
mais on n'y pense pas tous les jours parce que, bah, c'est pas directement, on le perçoit pas tous les jours. Hem, mais c'est vrai que ce sujet est assez intéressant et est-ce que, vous agissez là-dessus? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été déjà mis en place? Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont déjà été abordées, par rapport à ça? Bah, il y a, on vit, ou on a vécu, 3 époques avec des typologies de santé, assez différentes. La première, alors qui remonte, un peu plus au milieu du siècle dernier, c'est la période, et bien avant, de la lutte contre les épidémies, avec l'ensemble des vaccins, qui ont permis ici, là, de résorber, ce sujet-là. Quoique, le fait que le vaccin soit contesté, et qu'un certain nombre d'épidémies reviennent, on voit bien que ce sujet-là n'est pas, enfin ce dossier n'est pas clos. Ensuite, on a vécu une deuxième période avec, l'arrivée de pathologies lourdes, qui sont des pathologies liées, au cancer, qui sont des pathologies liées, aux maladies, cardiovasculaires, qui, elles, répondent, pas seulement, mais enfin répondent aussi, à des comportements individuels, qu'on a insuffisamment régulés, liés à l'alcool, ou liés, au tabac, par exemple. Et là, nous sommes rentrés, dans une période, qui est celle, des pathologies liées à l'environnement, liées à la pollution, liées à l'alimentation, qui sont, évidemment, éminemment importantes. Et donc, même si on n'a pas clôturé la première et certainement pas la seconde, on est quand même rentré dans la troisième. Donc le système, de santé aujourd'hui, doit continuer, à s'emparer de ces trois sujets-là. Et dans le système de santé, il y a l'accès aux soins. Donc ça, c'est, les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, bref, donc on peut en parler, mais bon, donc ça, c'est quelque chose qui est éminemment important, qui est, aujourd'hui, je dirais, en tous les cas, interrogé, par nos concitoyens en ayant le sentiment, que les choses se délitent un peu. Heu, Moi, je pense qu'on a, un excellent, système de santé, enfin d'accès aux soins, pour, rester sur ce sujet-là, d'accès aux soins, avec évidemment, une problématique, qui est une problématique, essentiellement budgétaire, pour tenir, à la fois les 3 types de pathologies que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps, soigner tout le monde de la même manière, quel que soit, l'âge, l'endroit où on habite. Bon. Et quand on sait que les dépenses de santé, augmentent, tous les ans de 4,5 mais que les recettes, elles, peuvent péniblement augmenter, de 2 cet écart-là, évidemment, il est tous les ans à résorber et il peut pas être résorbé en diminuant la voilure, il peut pas être résorbé en augmentant la fiscalité. Donc il faut bien qu'on trouve, des parades à cela. Et là, et pour trouver, les parades, indépendamment, alors on peut parler évidemment de l'optimisation du système de santé, mais je c'est d'abord en travaillant sur la prévention, que l'on arrivera, à, résorber, ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, l'augmentation, des frais de santé est liée, aux pathologies, est liée au vieillissement de la population et aux technologies, évidemment, qui sont de plus en plus à la pointe, qui soignent de mieux en mieux, mais qui coûtent cher, et qui doivent impérativement, pouvoir servir tout le monde et pas seulement, les plus favorisés. Bon. Sur la prévention, il y a, 3 types de prévention. Sur la prévention, nous devons, revoir, la manière dont les politiques publiques en France, je fais une parenthèse. Les politiques publiques en France aujourd'hui, je simplifie les choses. C'est plutôt, le national qui décide et puis ensuite on demande aux territoires, d'appliquer des politiques, nationales. Bon, ce monde-là, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes plus dans, des expérimentations, des actions, qui sont portées à l'échelle locale et qui ensuite, ont vocation à remonter à l'échelle nationale, parce qu'elles sont inspirantes et qu'elles peuvent être essaimées, en direction, d'autres territoires. Donc, l'innovation, l'imagination, heu,
est d'abord à l'échelle territoriale et doit ensuite remonter à l'échelle nationale. Donc on est sur un modèle qui est en train de changer. On peut l'appeler, si l'on veut, une territorialisation des politiques publiques. Et en matière de santé, alors il ne s'agit pas que l'hôpital devienne territoire, là pour le coup, il y a évidemment des politiques nationales qui ont leur sens, mais en matière de prévention, il nous faut territorialiser. C'est-à-dire c'est en étant au plus près des habitants, là où nous les connaissons, et on n'agit pas de la même manière à Grigny qu'on agit à Morsan-sur-Seine, pour prendre deux exemples de deux communes très différentes. Et il y a à continuer sur la prévention de type 1. Donc de type 1, c'est comment on fait pour faire en sorte que eh bien, les gamins, et pas que les gamins soient vaccinés comme il se doit, pour éviter évidemment de choper telle ou telle maladie. Bon, ça c'est donc là, il nous faut mobiliser l'ensemble des acteurs de santé, mais l'ensemble des acteurs territoriaux pour traiter ce sujet-là. La prévention de type 2, c'est celle de lutte et de faire en sorte que nous prenons les précautions qui vont bien pour déceler d'éventuelles maladies. Donc c'est le cancer du sein pour la femme, la prostate pour l'homme. Donc comment on fait pour faire en sorte que ça devienne des gestes, d'abord développer l'infrastructure pour que ce soit simple, mais ensuite faire en sorte que tout le monde comprenne qu'on a tous intérêt à pouvoir faire des examens très régulièrement pour pouvoir déceler, et à l'arrivée, quand le mal, s'il doit y avoir mal, évidemment ce qu'on ne souhaite pas, mais si mal il y a, pardon, le fait qu'il soit pris le plus tôt possible fait que à la fois les chances de guérison sont maximisées, et en même temps ça coûte moins cher sur les budgets qui vont bien. Et puis ensuite il y a le troisième aspect en matière de prévention qui concerne plus là l'hôpital et le système de soins que le reste. C'est celui d'une meilleure coordination des soins pour les personnes qui ont des pathologies et ainsi éviter le retour à l'hôpital, ce qui évidemment coûte très cher. Et si quand on a une pathologie, ben, on est suivi toutes les semaines par l'infirmier, par tel et tel spécialiste, et bien évidemment permet d'ajuster les protocoles au plus près sans avoir besoin de retourner vers les hôpitaux. Bref, voilà en termes de prévention les trois types de prévention. Et les collectivités ont un rôle évidemment à jouer sur l'ensemble de ces étapes-là, mais au-delà de ces étapes-là, dans la prévention, j'allais dire la prévention de la prévention, c'est-à-dire être sur les sujets qui sont les sujets que vous évoquez, c'est-à-dire là j'ai traité peut-être en termes de prévention les maladies infectieuses, j'ai traité les pathologies, mais je n'ai pas traité la question de l'environnement. Bon, et sur la question de l'environnement, c'est là où les territoires, évidemment, doivent s'emparer de ce sujet-là. Sur la question de l'environnement, il y a plusieurs leviers qui sont activés à l'échelle des communes. Par exemple, le premier levier, c'est celui, j'allais dire, de l'aménagement et de la construction, où de plus en plus, évidemment, on demande que les matériaux utilisés, que les peintures utilisées, par exemple, quand on rénove, soient évidemment absolument pas nocives pour l'humain. Donc là, je crois qu'il y a déjà en termes d'aménagement, enfin en termes de construction, ce premier sujet-là. En termes d'aménagement, il y a le fait de créer ici ou là des îlots de fraîcheur qui permettent, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, lorsqu'il y a des périodes de canicule, que l'on puisse évidemment s'abriter d'une certaine manière et éviter d'être mis en danger. C'est aussi l'énergie que nous mettons à planter des arbres. On sait bien que quand on plante des arbres, on capte le carbone et puis ça permet de diminuer la température d'une ville. Bon, bref, donc on a ces sujets d'aménagement. On a le deuxième sujet, au-delà de l'aménagement et de la construction, qui est lié à ce que recouvrent les perturbateurs endocriniens, qui aujourd'hui évidemment sont un sujet majeur. Et je vois, moi, sur ma commune, on a signé il y a peut-être une petite dizaine d'années une charte de lutte contre les perturbateurs endocriniens qu'on applique pour les parties qu'on connaît, parce qu'évidemment, il y a des tas de parties qui aujourd'hui ne sont pas encore connues du point de vue de la recherche et de la science, mais pour ce que l'on connaît, notamment sur l'utilisation des plastiques, et dans nos crèches
Et dans nos cantines scolaires, aujourd'hui, il n'y a plus de matériaux plastiques, donc on utilise le carton, le verre, etc. Mais on a banni tout ce qui pouvait altérer la santé des enfants. On sait aussi que en matière de prévention, il y a deux leviers absolument essentiels, c'est le sport et l'alimentation. On sait que la pratique du sport ou la pratique d'une activité physique, monter ces 5 étages, c'est pas du sport, mais c'est une activité physique qui est essentielle. La pratique d'une activité physique est absolument essentielle, à la fois pour les personnes qui ont des pathologies, mais aussi pour celles qui n'en ont pas, de manière à rester le plus longtemps possible, d'une certaine manière, en bonne santé, en autonomie, éviter des sujets, évidemment, ou diminuer des sujets comme l'obésité. Et donc, nous avons mis en place, là pour le coup, sur Grand Paris Sud, des maisons sport santé à l'échelle communautaire. Nous en avons 2. À l'échelle communale, il y en a plusieurs, qui ont vocation à pouvoir accueillir sur, comment dirais-je, conseils, recommandations d'un médecin, des personnes ayant des pathologies qui, alors c'est des pathologies diabète, cancer, maladies cardiovasculaires, qui permettent d'être accueillies dans nos maisons sport santé pour que ces personnes-là renouent avec une activité physique. Donc, en général, ils sont pris 6 mois, ça peut être 2 fois 6 mois, et l'objectif est vraiment de leur donner le goût d'une activité physique pour que ils retournent dans la vie avec ce réflexe-là et marcher un peu, monter les marches, faire son jardin. Enfin, il y a plusieurs manières évidemment de pratiquer. Et l'idée pour nous, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de pas seulement de rester sur ces pathologies qui aujourd'hui sont remboursées par la Sécu, mais de toucher toutes les pathologies, et puis voire même d'aller au-delà pour faire en sorte de faire de la prévention pour ceux qui n'ont pas encore de pathologie, mais leur donner évidemment le goût de l'activité physique. Donc ce que l'on aimerait, et si pour le simplifier ou pour l'imager plus exactement, pardon, c'est que la carte vitale devienne la carte d'accès pour aller faire du sport. Donc je vais dans un centre de remise en forme ou dans une association qui pratique telle et telle discipline sportive, eh bien avec ma carte vitale, je paye d'une certaine manière. Il faudrait que la Sécu rembourse, évidemment, en tous les cas pour une certaine partie de la population, rembourse l'activité, la pratique de l'activité physique, tout simplement pour rester en bonne santé. On sait les effets, évidemment, que cela a. Il y a ensuite le sujet de l'alimentation, qui est un sujet dont on commence à percevoir les effets très négatifs et très nocifs sur la santé d'une alimentation industrialisée. Donc sur ce sujet-là, eh bien nous avons une approche, je veux dire de ce qu'on appelle la littératie alimentaire, c'est-à-dire apprendre très tôt à bien manger. Et donc là, à l'échelle communale, par exemple, dans les cantines scolaires, nous avons 5 groupes scolaires, 5 restaurants, 40% de bio, et puis nous faisons en sorte de donner du plaisir aux enfants. Non seulement ils mangent sain, mais de leur donner du plaisir à bien manger sain, de manière à ce que ce réflexe-là, ils l'aient et qu'ils l'intègrent pour leur vie, pour leur vie future. On travaille aussi pour, à l'échelle la plus de l'agglomération, faire en sorte de développer la production locale de fruits et de légumes, par exemple. Alors pas forcément bio, mais enfin en tous les cas issus d'une alimentation ou d'une agriculture très raisonnable, raisonnée, qui et donc de fabriquer ce lien de proximité entre l'habitant et puis son agriculteur, mais qui lui vend des produits qui sont des produits entre guillemets frais. Et puis après, ça nécessite évidemment dans chacune de nos communes
dans les centres sociaux, ou ailleurs, de faire en sorte de démultiplier des types d'ateliers, qui permettraient, et de faire comprendre à des personnes que, c'est pas plus cher, d'acheter des légumes frais et de les cuisiner, que, d'acheter des chips et des pizzas, et qu'il vaut mieux, pour la santé des enfants et sa propre santé, évidemment, plutôt être sur le registre, de cette alimentation, de cette alimentation saine. Donc voilà, ce qu'on fait en termes de prévention. Je finis peut-être, sans être complet là, mais sur, le sujet de l'accès aux soins, où évidemment, même si, encore une fois, c'est d'abord une affaire de professionnels, mais enfin on voit bien, combien c'est important de favoriser les coordinations entre professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quasiment chacune des communes de Grand Paris Sud, en tous les cas pour les plus, importantes en population, ont développé des maisons de santé. Donc des maisons de santé, alors pluridisciplinaires, mais qui permettent évidemment de simplifier la vie, des médecins, que ce soit des généralistes, des dentistes, des spécialistes, et cetera, pour pouvoir, exercer leur métier, dans des conditions qui soient, pas les conditions, des médecins généralistes, que l'on a connus, qui faisaient 70 heures, par semaine. Maintenant, ceux qui arrivent, eh bien, ils souhaitent avoir une qualité de vie comme tout le monde. Donc, évidemment, on peut certainement pas leur reprocher ça, on peut même le louer. Et donc, s'ils veulent faire 35 heures, bah, là où il y en a un qui s'en va, il en faut deux. Donc, voilà, c'est l'explication principale quand même de la difficulté des généralistes, aujourd'hui. Mais pour ça, avoir des lieux, ça c'est important, c'est là où les communes, évidemment, peuvent agir. Des lieux pour les spécialistes, donc ce qu'on a fait, sur le Carré Sénart notamment, avec, un pôle de spécialistes, donc on appelle le pôle médical, de Sénart. Il y en a eu, un premier, il y a le second qui vient d'ouvrir, et qui permettent aujourd'hui d'avoir en gros, une quarantaine, une cinquantaine de spécialités avec une centaine de spécialistes qui y sont. Donc on a quasiment tous les spécialistes, à proximité, avec de la réactivité, donc des délais d'attente qui sont très courts. Donc on a, je pense, beaucoup amélioré, l'accès aux spécialistes. On a, un peu moins, amélioré encore, l'accès aux généralistes. Et puis troisième étage de la fusée, donc, c'est maisons de proximité, maisons de spécialistes et puis hôpitaux. Voilà. Et sur les hôpitaux, nous sommes concernés à la fois par l'hôpital de Corbeil, donc l'hôpital sud-francilien. Nous sommes concernés, par Santé Pôle, qui est l'hôpital qui est sur Melun, mais qui dessert toute la population sénartaise, donc plutôt la population, seine-et-marnaise. Et là, alors évidemment, nous les accompagnons, mais surtout, nous finançons des postes. Alors on a financé pour l'hôpital de Corbeil une partie du robot, de manière à mieux soigner et puis renforcer, entre guillemets, l'attractivité pour que les médecins viennent plutôt ici que sur la PHP, et restent sur, Paris. Et puis on finance aussi, des postes, de, thésards, c'est-à-dire ce que prennent les hôpitaux, c'est des internes qui ont envie de passer des thèses, pardon, pour devenir ensuite, chef de clinique. Mais évidemment, ces thèses-là, il faut les financer, donc les collectivités financent ces thèses-là pour faire en sorte que des jeunes internes viennent et ainsi, deviennent, référents sur des thématiques qui deviennent des thématiques universitaires, et D'accord. donc qui renforcent encore le rayonnement, de nos hôpitaux. Voilà, en vrac, Bah, ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce que ça démontre en fait que il y a un enjeu de santé sur le territoire qu'on ne voit pas forcément. Il y a énormément de choses à regarder, il y a énormément de paramètres qui concernent la santé. Vous avez parlé de prévention, je trouve que c'est assez intéressant de parler de ça, parce qu'aujourd'hui, les collectivités mettent en place un certain nombre de préventions pour justement au profit de la population. Et ça aussi, c'est quelque chose dont la population euh, ne, ne fait pas forcément attention, mais qui sont tout aussi importants. Je pense notamment à la vaccination, je pense notamment aux personnes en difficulté respiratoire. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Vous avez parlé de maisons de santé. Et là, il y a un gros sujet là-dessus parce qu'il y a effectivement la question de l'accès aux soins. Euh, il y a aujourd'hui dans la population, vous avez plusieurs types de population. Vous avez les personnes âgées, vous avez les jeunes et vous avez les jeunes adultes. Euh, Quel regard vous avez par rapport à ce différents types de population?
Hem, je pense notamment aux personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui, non seulement dans l'agglomération, mais également, dans votre commune, il y a des petites activités qui sont mis en place, pour les personnes âgées? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques, qui sont mis en place, pour leur bien-être? Pour qu'ils puissent avoir une certaine cohésion sociale? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui sont faites? Bah, oui, alors est-ce qu'on en fait suffisamment? Certainement jamais. Après moi, dans la ville où je suis, la alors bien sûr, il y a un vieillissement de la population, Mmh. mais on a quand même, globalement très peu d'aînés. Bon, pour Ouais. autant, évidemment, on s'en occupe à travers des ateliers sport santé, donc Mmh. de la gym douce. Donc ça, c'est, évidemment toutes les semaines à travers, la capacité, à leur donner les moyens de se réunir parce que, il faut impérativement lutter contre l'isolement. Mmh. Ça c'est fondamental et donc on doit être là évidemment pour accompagner, leur donner, les leviers, permettre à une asso de se créer, à proposer des activités, avoir la salle à disposition, quand ils en ont besoin. Besoin aussi, de culture, parce qu'on parle beaucoup de sport santé, mais on pourrait parler de culture santé. Mmh. C'est-à-dire quand on a, une activité intellectuelle, quand, on participe, soit directement, soit en tant que spectateur, à des spectacles ou à des événements, immanquablement, bah, voilà, on partage des moments, ça crée de l'émotion, donc Mmh. c'est positif, ça réinterroge, c'est positif, bon, donc tout ça, a un effet d'entraînement. Quand on fait des fêtes, sur une ville et de plus en plus les gens viennent sur les fêtes parce qu'on sent il y a ce besoin Mmh. tout simplement d'être ensemble. Bon, c'est pour tout le monde évidemment, mais enfin c'est aussi, pour les personnes âgées. Donc il faut, notre rôle c'est, évidemment, santé, activité physique, santé, culture, santé, lien, c'est-à-dire faire en sorte, de multiplier les possibilités de créer des liens, pour que les personnes ne restent pas, Mmh. isolées. Mmh. Puis après il y a l'accès aux soins C'est et vrai. évidemment facilité. Et sur la santé, concernant les jeunes et les jeunes adultes, il y a vraiment beaucoup de sujets, là-dessus. Quel regard vous avez, par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a il y a des actions de prévention qui sont mis en place? Après, ça peut être multiple, mais, étant donné que les jeunes, alors moi le le regard que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que les jeunes ne font pas forcément attention à leur état de santé. Hem, ou du moins ils en font attention lorsque, bah, ils ont quelque chose, ils ont peut-être une pathologie. À ce moment-là, ils pensent, «Ah oui, effectivement, la santé, c'est important». Est-ce qu'aujourd'hui, dans les communes, il y a des actions de prévention qui sont mis en place? On parlait tout à l'heure de, maisons sport santé. Est-ce que c'est quelque chose qui sont accessibles aussi aux jeunes? Est-ce que les jeunes ont l'opportunité de pouvoir y Mmh. aller? Et est-ce qu'il y a d'autres, choses comme ça qui, sont mis à profit des jeunes et des jeunes adultes? On organise assez régulièrement sur la santé des forums santé, qui permettent, d'aborder tous les sujets, de prévention, que l'on a déjà évoqués. Mais ce ne sont pas les lieux sur lesquels les jeunes se jettent, donc là, c'est plutôt, des adultes, donc c'est pas là qu'on touche les jeunes. Là où on les touche plus, bah, c'est sur des interventions, écoles, collèges, ou dans nos structures jeunesse, pour, évidemment, leur permettre de lutter contre toutes les addictions. Donc ça, c'est des choses qui se font assez communément, et un peu partout. On sait qu'on a le sujet de la santé mentale, qui a, après Covid, évidemment pris une dimension encore plus importante et notamment, chez les jeunes. Donc ça, c'est un sujet qui reste, entier puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas là pour le coup, le système de soins, totalement au niveau pour être en capacité, d'accompagner, même si, il y a éminemment de partenaires, de structures qui travaillent sur ce sujet-là et on voit bien que, sans même parler de moyens supplémentaires, déjà le fait d'avoir une parfaite coordination de tous les acteurs qui interviennent sur un même champ, déjà avec ça, on démultiplierait en tous les cas
capacité à être efficient. On a le sujet, alors dans les addictions, c'est un sujet dont nous nous sommes emparés, mais le mot addiction, là pour le coup, c'est ma porte d'entrée, mais c'est pas le bon, qui est celui du numérique et du jeu. Et contrairement à ce que à ce qui est véhiculé aujourd'hui, c'est-à-dire l'interdiction des jeunes d'accès aux réseaux sociaux, qu'il faille des interdictions à certaines périodes, à certains âges, bon ça il y a pas de sujet. Mais on ne réglera pas le sujet par l'interdiction, parce qu'il y a des tas de moyens de contournement, donc en règlement, on le réglera par l'éducation. Et sur notre territoire, nous développons une politique du savoir y jouer, comme il y a le savoir nager pour éviter de se noyer, le savoir rouler pour apprendre à faire du vélo, on a le savoir y jouer qui permet à des jeunes d'avoir une pratique raisonnée du jeu vidéo. Pour les CM2, pour les sixièmes, donc assez tôt. De manière à leur dire, d'abord il y a des jeux pour vous, il y a des jeux pas pour vous. Jouer c'est bien, mais quand on a joué 1 heure ou 2, on s'arrête. On pratique une activité physique. On est correct avec ses petits camarades, on mange comme il faut, enfin bref, on fait passer tous ces messages-là. Et parce que le numérique, l'interdire a pas grand sens, puisque de toute façon c'est dans la vie de tout le monde, ça sera dans la vie des jeunes, ils l'utiliseront demain, y compris dans leurs cours avec l'intelligence artificielle, donc dire on interdit, ça paraît être un peu à côté. Alors il faut évidemment qu'avant 3 ans, il faut surtout pas toucher un écran. Évidemment que le premier téléphone, si on l'a au collège et pas avant, c'est plutôt bien. Enfin, le fait que lorsqu'on est en cours, le téléphone il est éteint ou en tous les cas il est interdit d'utilisation. Donc bien sûr qu'il y a des règles qui sont déjà utilisées qu'il faut mettre en place et ça me paraît utile parce qu'il faut fixer un cadre, mais il faut mettre le paquet sur l'éducation plus que sur l'interdiction. Voilà. Mais comme on est dans un monde où voilà, il faut des réponses simples à des sujets complexes, ben, on fait croire au monde que en interdisant les choses, on va régler le sujet. Mais on va pas régler grand-chose. Bon. Donc ça, nous, on est positionné sur le sujet de l'éducation. Hein, on est positionné sur le sujet de l'éducation. Et en matière de santé jeune, là où il y a un gros travail à faire, c'est celui de l'inclusion, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que dans nos écoles, alors en l'occurrence les écoles élémentaires, parce que c'est là où évidemment les communes sont les plus en responsabilité, nous avons des enfants dits à écart ou à besoins particuliers, ou des enfants 10 ou des enfants autistes, euh, alors de plus en plus nombreux. Est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'avant? C'est pas sûr. Est-ce qu'ils sont décelés? Ça oui. Et on est à 10, voire plus, 10% d'enfants par classe qui nécessitent un accompagnement. Voilà. Et là, même si en 2005, il y a eu une grande loi sur l'inclusion, donc elle a 20 ans, mais les moyens n'ont pas suivi en milieu scolaire notamment, mais scolaire et périscolaire, pour être en capacité d'accompagner ces enfants, d'accompagner les familles et d'accompagner aussi les enseignants de manière à ce qu'ils soient capables de faire la classe sans être évidemment focus sur le ou les enfants qui ont besoin d'une attention plus soutenue que d'autres. Et là, il y a évidemment les personnels auxiliaires qui viennent par enfant accompagner, mais le système est encore très perfectible et permettent pas aujourd'hui d'atteindre les objectifs. Donc là, on a un véritable sujet qui est le sujet de l'inclusion, dans le sens où bah, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la diversité et de la richesse des diversités. Il faut quand même avoir évidemment les leviers, les moyens pour bien accompagner ces enfants. Et puis, si je reste dans la classe, la totalité de la classe. Monsieur Bisson, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu nous dire. Euh, je trouve personnellement que l'échange qu'on a eu a été très constructif parce que les personnes qui vont nous regarder, mais également moi-même, en discutant avec vous, j'ai une approche qui est assez différente maintenant parce qu'effectivement, lorsqu'on parle santé, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a ce que les enfants peuvent manger à la cantine, qui est aussi une question importante, qui touche aussi à la santé finalement. Les enfants à l'école, vous en avez parlé. Euh,
les questions de l'environnement qui sont aussi très importants. Et je pense qu'on a souvent tendance à oublier tout ça. Et c'est justement grâce à des personnes comme vous euh, qui sont là pour réfléchir, poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse telle action de prévention, telles actions? Et je suis vraiment surpris et impressionné encore une nouvelle fois par les connaissances et tout ce que vous faites, non seulement pour la population, mais pour l'agglomération. Euh, on va devoir terminer l'interview. Euh, j'ai une dernière question pour vous. C'est est-ce que vous avez quelque chose à dire, un dernier mot pour conclure, un message à faire passer, que ce soit pour euh, votre commune, pour l'agglomération, pour les jeunes, pour les adultes, pour les personnes âgées. Euh, si vous avez un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait? Bah, l'importance du rôle des collectivités euh, sur tous les sujets, mais singulièrement sur la santé et la prévention en matière de santé. Je pense qu'il faut territorialiser des politiques publiques de cette nature-là pour donner aux collectivités les leviers qui vont bien pour traiter le sujet là où il est pertinent à être traité. Et qu'ensuite, la santé, c'est évidemment notre bien le plus précieux. C'est pas pour rien. Quand on dit bonne année, on dit souvent bonne année, bonne santé. Voilà. Donc, on sent bien que c'est notre bien le plus précieux et bien souvent, on en prend conscience lorsque nous-mêmes, nous sommes évidemment victimes d'une incapacité ou d'une maladie. Et que à chaque à chaque échelle, bah, je crois qu'on a des professionnels. Enfin, il faut avoir confiance, quoi. On a un système de santé qui certes nécessite d'être retravaillé. Il n'y a pas suffisamment de généralistes, ok. Il y a des hôpitaux et notamment les urgences qui sont mises sous tension et tout ça génère des difficultés. Enfin, tout ça s'explique très bien, mais je crois que malgré tout, on s'appuie sur un système de santé qui est quand même enfin un système d'accès aux soins qui est quand même performant. Donc il faut vraiment s'appuyer dessus. Il nécessite évidemment de la coordination, encore un peu plus de coordination pour être le plus efficient possible. Donc il y a des responsabilités liées à la fois au système d'accès aux soins, au territoire, pour poser les infrastructures qui vont bien faire en sorte qu'il y ait des lieux pour se faire vacciner, pour faire de la prévention, pour éviter d'avoir cancer du sein ou cancer de la prostate. Mais il faut aussi que dans nos approches individuelles, nous intégrions les réflexes, les bons réflexes, la littératie sportive et la littératie alimentaire notamment, qui sont peut-être les deux premiers réflexes qu'on doit acquérir dès le plus petit âge. Mais voilà, si on a dépassé cet âge-là, bah, il faut quand même évidemment l'intégrer et se dire que à la fois pratiquer une activité physique, manger sainement, sont absolument essentiels. Voilà. Et puis après, on a des combats collectifs à mener ensemble. Et quand on parle de pollution, et ben immanquablement, on parle aussi de réchauffement climatique. Donc ça permet de traiter les enjeux de notre monde. Voilà. Donc par la santé, on a certainement la meilleure porte d'entrée qui nous permet, à notre échelle, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, d'être un acteur de la mutation de ce monde, puisque ce monde est en mutation. Il n'y a pas, voilà, on parle toujours de crise, mais enfin, quand il y a des crises tout partout, c'est que évidemment, nous sommes dans un monde qui est en mutation, et il nous faut simplement, par la santé, c'est le bon levier pour être acteur de ce monde en mutation. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bisson. Je vous dis à très vite. Bah oui, au plaisir. Merci, au plaisir.